Bonjour et bienvenue dans la chaîne La Frontalière Luxembourg. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, donc le freelance. Ça existe depuis très longtemps en France, peut-être en Belgique, je ne sais pas. Mais en tout cas, au Luxembourg, ça devient un peu, entre guillemets, à la mode. Donc, je reçois Marie-Rebecca, qui, elle, a une agence de marketing qui s'appelle Téméraire Marketing et qui s'est lancée en freelance depuis presque 10 ans et va nous raconter le monde du freelance au Luxembourg. Donc, n'hésite pas à t'abonner à mon compte, La Frontalière Luxembourg. N'hésite pas, je suis sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer Podcast. Et n'hésitez pas aussi, pour me donner de la force, à commenter et à vous abonner. Et c'est parti. Alors, Marie-Rebecca, bonjour. Salut. Et comment vas-tu? Très bien, très contente de te rencontrer en vrai, après t'avoir écouté dans les podcasts. Eh ben pareil, je suis contente aussi de t'avoir rencontré. Alors, présente-toi comme tu ferais à quelqu'un que tu viens de rencontrer. Mais attention, pas de pitch LinkedIn. Ok, pas de CV chiant. Ouais, voilà, c'est ça, exact. Alors, ça aurait été il y a quelques mois que je t'aurais dit petite meuf qui vient de la Champagne, je suis à mon compte au Luxembourg. Mais maintenant, avant toute chose, je suis maman d'une petite Catalina. Félicitations. Merci. Donc, maman en premier, et du coup, même preneur, ce qui paraît, c'est un terme trendy sur Instagram. Mais j'habite au Luxembourg depuis 2013. Ok, avant t'habitais où? Chez mes parents. Avant, j'étais Mais quel pays? En France. Ok, d'accord. Ouais, je suis française, je sais pas si l'accent me trahit ou pas. Mais je peux dire oui pour semer le doute. Mais non, je suis française et du coup, j'habite et je travaille ici depuis un petit temps maintenant. C'est pas dur de gérer le côté entrepreneuse et le côté maman? Pour l'instant, c'est chaud, pas de mentir. Et mon mari, le papa de ma fille, qui est accessoirement mon associé, ça complique un peu plus les choses parce que du coup, on est à deux à pas pouvoir travailler pleinement comme on voudrait, mais c'est ok, c'est un rythme qui se trouve et c'est pour le mieux. Donc ça va, faut jongler un peu, quoi. Mais bon, comme tous les parents qui ne dorment pas la nuit, je pense que c'est toujours pareil. Moi, j'ai pas d'enfant et pour l'instant, je suis pas prête. Mais tout le monde me dit le jour où tu seras, finalement, tu seras jamais prête. Non, clairement. Donc, Il y voilà. a toujours de l'imprévu. Mais c'est d'ailleurs, les enfants, alors moi, elle n'a que 3 mois et demi, mais c'est le meilleur truc pour travailler ta résilience, tu vois. Parce que tu ne peux pas prévoir tout ce qui va se passer dans tous les cas. C'est ça ma peur. C'est ça ma peur, okay. Parce que je suis très organisée. J'aime bien organiser, je sais ce que je veux faire, etc. Et ça, ouais. Mais là, c'est un gentil bordel que tu auras voulu. Ce sera différent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je te le souhaite, écoute, un jour. Oui. Et du coup, t'étais qui avant le Luxembourg? J'étais qui J'étais une petite meuf, comme dit. Je viens de la Champagne. J'ai fait un bac éco, bac ES à l'époque, en France. Et comme tous les jeunes qui font plus ou moins des études, je savais pas où je voulais aller, je savais pas répondre quand mes parents me disaient « Mais ma fille, tu veux faire quoi de ta vie ?» Je n'en sais rien, je sais pas. Je sais ce que je veux pas, mais je sais pas ce que je veux. Et à force de faire des trucs par défaut de ce que tu ne sais pas, petit à petit, tu fais des études. J'ai fait une prépa éco à Metz, à Montigny-les-Metz. Et c'est comme ça que j'ai commencé à entendre parler du Luxembourg que je connaissais pas. Comme on disait tout à l'heure en off, il y avait un concept de « mes parents bossent au luxe » que je ne comprenais pas. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et puis après les études, finalement, j'ai cherché un premier taf ici et je me suis installée ici. Donc voilà, ça, c'est un peu la suite logique. En général, quand tu viens au Luxembourg, c'est ou pour le taf ou parce que tu suis un mari ou une femme. Donc, exact. Moi, c'était l'option 2. L'option 2, t'as suivi ton mari. Voilà. Okay. Et souvent, c'est dans la finance. J'étais en finance, donc voilà. Et du coup, c'est quoi le moment exact qui t'a décidé de rester au Luxembourg? Parce qu'il y en a plein qui repartent. Hein. Moi, j'entends plein de personnes qui me disent... qui viennent de loin ou qui viennent... Ouais, en fait, ils viennent de Paris et ils viennent au Luxembourg pour le salaire. Et ensuite, en fait, ils se disent non, je vais retourner à Paris parce que je me sens pas bien. Après, c'est toujours compliqué quand tu viens que pour un critère, la thune. Si tu viens que pour un truc, tu peux vite être déçu. Et surtout quand tu viens de Paris, j'imagine que tu viens un peu avec de l'expérience. Et plus tu avances dans ta carrière, plus il n'y a pas qu'un seul critère. Au début, tu veux la thune, après tu veux la reconnaissance, après tu veux les deux, et puis après tu te dis finalement d'avoir un peu de télétravail et de pouvoir être avec mes enfants, c'est cool. Donc plus ça vient, plus tu as des critères qui sont multiples et qui sont plus importants, moins importants en fonction des moments de ta vie. Donc venir que pour un seul critère dans un pays, quel qu'il soit, je trouve ça un peu dangereux. Je peux comprendre qu'ils repartent. Ouais, je suis d'accord, c'est un peu comme les personnes qui partent dans d'autres pays pour ne payer moins d'impôts et se concentrer que sur les impôts. Genre, par exemple, typiquement, l'Estonie.
Personnellement, je critique pas l'Estonie, hein, chaque personne a ses préférences. Mais l'Estonie, je sais qu'il y en a beaucoup qui partent en Estonie pour les impôts. Je pourrais pas vivre en Estonie. Il faut voir plusieurs choses. Il faut voir tout un contexte. Mm. C'est comme quand tu t'expatries. Il n'y a pas que le taf, il y a aussi effectivement la culture. Est-ce que tu vas t'y plaire? Il y a plein de choses. Je parlais avec une marketeuse il n'y a pas très longtemps qui revenait d'un pays asiatique et elle disait il y a plein de choses en fait qui étaient très très cool, mais il y en a d'autres, j'y retournerai pas. Parce que culturellement, à Paris, tu as une expo par semaine, elle venait de Paris. Oui, il y a une expo par an. Oui. Déjà, c'est pas du tout la même façon de vivre quand c'est des choses importantes pour toi. Donc, il y a plein de choses à anticiper. Et c'est vrai que moi, pour revenir à ta question, j'étais jeune, hein, je sortais des études, donc j'avais pas de critères, j'avais pas d'attente, c'était un terrain vierge, donc c'est facile. Mais vu que je suis pas d'ici, Champagne, c'est pas tout à fait une région frontalière, c'est quand même 2h30 de route. Donc, tu fais pas l'aller-retour tous les jours. Et moi, je suis venue dans l'idée d'y rester, pas d'en partir. Mais encore une fois, je suis arrivée junior, c'était mon premier job, donc terrain vierge, il y avait tout à faire. Et ce qui m'a convaincue de rester, ça s'est fait en très peu de temps, je pense. J'ai commencé à bosser en août 2013, et en novembre, je suis venue habiter ici. Donc, c'était hyper rapide, mais parce que j'ai kiffé. J'ai kiffé le fait qu'on te laisse ta chance, même si t'es junior, ce qui n'était pas le cas, en tout cas à l'époque en France. Aujourd'hui, je serais un peu moins jugée, mais j'ai pas l'impression que ce soit encore le cas. T'as une dimension multiculturelle de ouf, alors que le pays, au final, t'as un rayon de 50 km. Donc c'est à la fois maîtrisable. Moi, c'est ça qui me rassurait. Et j'étais dans une boîte, Editus, pour pas la nommer, qui est souvent une très bonne école pour un premier taf. Et ça s'est confirmé parce que t'as plein de gens qui y sont, t'as plein de gens qui en partent. Et ce turnover contribue aussi à faire ton réseau, parce que c'est des gens que tu retrouves après ailleurs, qui sont dans d'autres boîtes. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une boîte de quoi, Editus? Editus, c'est, alors historiquement, c'est les annuaires, c'est l'équivalent un peu des pages jaunes en France. Et ils ont un peu muté en agence digitale, agence de com. Voilà ce que c'est. C'était une boîte qui, à l'époque, avait 140 salariés, donc c'était une taille ni trop grosse, ni trop petite, qui te permettait de rencontrer plein de gens, et puis de découvrir plein de choses. Et pour moi, ça a été le cas. Et ça a contribué à faire que je reste et que j'y rencontre accessoirement mon mari et mon autre associé aussi, encore plus accessoirement. Voilà, que des belles rencontres finalement. Exactement. Et le marketing dans tout ça, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, toi tu es dans le domaine du marketing, exact. Et du coup, dans tout ça, comment ça s'est goupillé? Voilà. Comme dit, de base, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, c'est un peu les études qui ont guidé, donc prépa éco. Alors finalement, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai fait un IAE, mais qui est un petit peu la même chose en France, les écoles de commerce universitaires, comme on appelle, à Metz. Et dans cette formation-là, c'était administration des entreprises, donc il y avait différentes matières, dont du marketing. Alors c'est le truc que tout le monde aime, parce que c'est la com, c'est joli, c'est sexy, tout le monde a envie d'en faire, et tout le monde sait en faire. Et j'ai fait quelques stages dans ce domaine-là. Alors, les boîtes n'étaient pas les bonnes, mais le domaine, en tout cas, me parlait pas mal. Je me suis dit, tiens, on va essayer de rester dans ce secteur-là. Alors, malgré l'avis des parents qui disent, mais c'est un truc bouché, il y a plein d'étudiants, ils trouvent pas de taf, ce qui était vrai. Et puis, c'était vrai déjà? C'était déjà le cas. Ouais. D'accord. Parce que c'était les métiers sexy, quoi. Apprendre la comptabilité, ça paraît toujours moins sexy que... Je suis désolée, je sais que tu es une ancienne finance, mais c'était moins sexy que d'apprendre le marketing, à faire des posts sur Facebook à l'époque, où c'était la folie. Donc, il y avait cette... je pense qu'il y a toujours, hein, aujourd'hui, tu as plein de jeunes qui sortent, qui font des formations community manager. Puis quand ils se rendent compte de ce qu'est vraiment le métier, des fois, ils déchantent un petit peu. Mais bon, bref, du coup, pour te dire que c'était un peu bouché à l'époque, déjà. Mais c'est un domaine que j'aimais bien. Et d'avoir eu l'opportunité de le faire chez Editus, comme ça a été fait, le titre exact de poste, c'était... marketeur segmenté junior, c'est pas sexy. Ouais, du tout segmenté en plus. C'est pas sexy. T'as pas eu peur? Bref, non, le titre m'importait peu. Et encore aujourd'hui, tu vois, j'ai même pas dit ma fonction quand tu m'as demandé de me présenter. Gérante de Téméraire Marketing, oui, ok. Mais au-delà du titre, en fait, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'ils avaient une dimension assez commerciale. Des fois trop, c'est ce qui leur porte préjudice, même encore aujourd'hui, mais c'était un marketing très orienté retour sur investissement, dans le sens où ce qu'on devait faire, nous, en tant que marketeurs chez Editus, c'était de convaincre les clients d'y venir et puis d'y rester, accessoirement. Et il y avait une approche très commerciale. En fait, on était, pour te dire, on avait même une commission en fait, sur notre salaire. On avait un salaire fixe et une partie de com. Normalement, c'est les commerciaux qui ont ça. Ouais. Exactement. Et alors, c'est vrai que tout le monde dit « c'est pas juste, pourquoi le marketing est incentivé sur la partie commerciale ?» Mais c'était pour montrer qu'on devait absolument être le bras droit, le bras armé
des responsables commerciaux des différents pôles. Ça paraît un peu contre-intuitif, mais au final, c'était super formateur. Et moi, c'est cette approche-là de concret, d'impactant qui m'a plu et qui m'a convaincu à rester dans le marketing avec cette affinité-là. Et aujourd'hui, en étant gérante de ma propre agence, bah, moi, je me positionne vraiment comme une agence marketing, pas une agence de com. C'est quoi la différence? La différence, justement, c'est d'avoir un peu cette notion d'impact. La com, c'est l'ensemble. Dans la com, tu as une partie marketing. Moi, le marketing, je dois avoir cette dimension de retour sur investissement. Quand j'ai un gérant d'une boîte qui m'appelle, qui me dit, écoutez, ça va pas, j'ai pas assez de clients, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des choses, mais j'ai un budget de X et on ne peut pas aller plus loin. Et ça, il faut que ça me rapporte, sinon ma boîte, je la ferme. Donc, tu dois avoir un impact. C'est pas juste faire un bel affichage que tu vas mettre en haut de la gare ou sur les derrières des bus, quoi. Il y a une vraie réflexion stratégique business, et c'est cette dimension-là en fait que j'aime bien dans le marketing et que je garde encore aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a eu un déclic précis? Oui et non. En fait, moi, mes parents ont toujours été à leur compte. Alors, pas du tout dans le même domaine. Mon père était artisan dans le bâtiment. C'était un peintre décorateur. Ma mère bossait avec lui, donc sur toute la partie administrative. Et c'est un peu un mode de vie. Moi, j'ai toujours vécu en ayant mes parents à leur compte, ma mère qui pouvait m'emmener à différentes activités parce qu'elle pouvait le faire, vu qu'elle était à son compte. Donc ça a toujours été un modèle, tu vois, que j'avais en tête. Je dis pas que je voulais le calquer absolument à tout prix. C'était pas une finalité en soi, mais je savais qu'un jour je serais à mon compte. Fallait que j'ai la bonne opportunité pour le faire. Et effectivement, après avoir fait quelques années chez Editus, qui ont été très formatrices, j'ai été pendant un peu moins d'un an chez MovieJob, donc la plateforme d'offres d'emploi que tout le monde connaît, les salons que tout le monde connaît. Et j'y ai été recrutée pour développer la partie digitale notamment. Finalement, ça n'a pas duré aussi longtemps que prévu. Ça a duré combien de temps? 9 mois, 10 mois, je ne sais plus exactement, mais moins d'un an. Pas peu de temps après la période d'essai. Parce qu'à la base, c'était prévu pour combien de temps? Long terme. C'était un CDI. C'était un CDI aussi. Et moi, j'étais partie d'Editus en étant frustrée par le salaire vs le niveau de responsabilité. Et quand on m'a promis MovieJob, on m'a promis tout ça. Donc, je suis arrivée au début, trop cool. Tu as toutes les responsabilités que tu veux, tu es payé pour le faire enfin à juste titre. Génial. Et finalement, il y a certains aspects sur lesquels j'aurais bien voulu travailler, que je ne pouvais pas travailler, et d'autres aspects qu'eux estimaient prioritaires et moi un peu moins. Et c'était plus une divergence de religion, de philosophie sur ce qu'il fallait faire. Donc on s'est quitté en bon terme, hein, mais il y a une nuit, il y a un peu ce déclic quand même. Il y a une nuit, on venait d'avoir notre chien, je crois, avec mon mari. On a un bouvier bernois, un gros doudou de 8 ans maintenant. Et on venait de l'avoir, je crois. On ne l'avait pas encore, je ne sais plus. Enfin bref. Et nuit blanche. J'arrive pas à m'endormir et j'ai ce truc qui me trotte dans la tête. Et je me dis, est-ce qu'il ne faut pas que je me mette à mon compte? Et si je m'y mets, c'est maintenant parce que j'ai rien à perdre. Pas d'enfant, pas d'emprunt, j'ai tout à gagner, j'ai rien à perdre. Et je me réveille, et là, je prends un bouquin dans la bibliothèque, et c'était une cliente d'Editus qui me l'avait offert, une photographe. C'était un bouquin d'un pseudo-formateur en marketing en ligne. Et elle m'avait mis une petite dédicace au début, elle m'avait dit « Ouais, parce que je crois que tout est possible. » Et ouais, ok, allez. Je commence à lire le truc. Le bouquin, franchement, c'est pas ce qu'il y avait dans le livre, mais c'est la démarche. Toute la nuit, j'ai lu ce bouquin. Je l'ai lu une fois, après je l'ai surligné, je suis revenue dessus. Et le lendemain matin, mon copain à l'époque, il se réveille et je lui dis c'est maintenant. On va faire un point avec MovieJob, on s'arrête et je me lance, quoi. Oh, incroyable. C'est fait comme ça. Alors, incroyable. Mais il y en a certains qui se lancent en parallèle de son... Ouais. Ce qui est très malin. Hein. Moi, j'ai fait un truc du coup, je ne ferais pas comme ça aujourd'hui. Mais... Ok, donc toi, tu ferais comment, du coup? Quand tu as des engagements financiers, tu as la responsabilité d'une famille, etc., c'est différent. Et nous, on a plein de freelances aujourd'hui qui bossent avec nous, parce qu'on n'est pas juste une agence marketing, on a un collectif de freelance. On en a plein qui ont aussi un job plus ou moins full-time, mi-temps ou full-time, selon, à côté, et qui allient en fait un job où ils s'amusent bien et ils sont sûrs d'avoir leurs revenus, et une partie un peu passion, où ils s'éclatent sur des projets, ils vont un peu plus loin, puis ça leur fait un petit peu d'argent en plus pour les vacances, pour les enfants ou que sais-je. Donc, c'est ok d'allier les deux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, c'est en fonction des responsabilités de chacun, des envies de chacun aussi. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison de se lancer et pas de bonne ou mauvaise manière. Je suis d'accord. Mais du coup, quand tu as décidé de te lancer, ton copain t'a pas mis un frein en disant oui, le loyer à payer, les charges, etc. Comment on va faire? Au début, il n'a pas osé. Et puis après, quelques mois après seulement, on s'est mis ensemble en appartement pour la première fois. C'était un appart commun, quoi.
Et là, il m'a dit, mais si tu me l'avais dit, je t'aurais dit de pas te lancer, parce que lui, il avait aussi un petit trauma de son père qui n'a pas eu des bonnes expériences entrepreneuriales. Donc, je savais que si je lui en parlais trop avant d'avoir pris ma décision, il m'aurait pas freiné, mais ça m'aurait dissuadé, ça m'aurait fait peur pour lui et j'y serais pas allée. Donc, et j'avais déjà pris ma décision avant de lui en parler. Donc, j'ai un peu triché, il m'en a voulu pendant quelques mois, puis après, aujourd'hui, ça va. Ça va. Maintenant, il est devenu ton associé. Exactement. Donc, il t'a suivi. Oui, finalement, il a changé d'avis. Voilà. Mais non, mais je le comprends aussi, parce que t'as le côté financier de sauter sans filet qui fait peur. Ouais. Après, au Luxembourg, t'as aussi quand même, tu peux avoir des filets, t'as l'ADEME qui te propose un programme où tu peux te lancer. Donc l'ADEME, c'est le Pôle emploi, l'équivalent effectivement de la France. Et l'ADEME te propose un filet de sécurité parce qu'ils te disent tu as tes indemnités de chômage. Par contre, si tu as des contrats qui rentrent, tes indemnités sont déduites à la hauteur des contrats qui vont rentrer. Et toi, ça te permet pendant 1 an de pouvoir bosser sur ton projet entrepreneurial, tester tes premiers clients et d'avoir ce petit filet de sécurité. Ça, c'est comme en France aussi. Okay, quand tu es en micro-entreprise, tu peux toucher le chômage. Mais par contre, si tu as des contrats qui rentrent, ils te réduisent le chômage, ce qui est logique. Mais par contre, aussi, tu as aussi une deuxième option. Donc, je ne sais pas si au Luxembourg, c'est possible. La deuxième option, c'est tu peux avoir tout l'argent de ton chômage d'un coup. Mais enfin, quand je dis tout l'argent, c'est pas d'un coup, ça va être peut-être, je sais plus les délais, mais je crois que c'est une fois dans l'année, la deuxième fois la deuxième année ou une fois le premier mois. Virement, quoi, ouais, voilà, ça se fait en 2 virements. Ok, je savais et pas. ça, alors à l'époque c'était comme ça, quand je dis à l'époque c'était 3-4 ans, mais vu que ça change énormément, je sais pas si ça reste comme ça, si c'est resté comme ça, mais ouais, il y a cette possibilité. Donc au Luxembourg, non, il n'y a pas ça. J'ai pas entendu parler, en tout cas des freelances que je côtoie qui sont lancés récemment, ils m'ont pas parlé de ça. Ils m'ont parlé d'une autre aide aussi quand tu te lances. Tu peux avoir une aide que tu reçois aussi en plusieurs fois, qui peut aller jusqu'à 12 000 €, une aide à la création. Oui, ça j'en avais parlé sur mon compte. Selon les activités, parce que c'est vrai que freelance, c'est pas que freelance marketing. Marketing, t'as pas d'investissement à faire. Alors à part si tu te lances dans la vidéo, t'achètes un peu de matos, mais marketing digital, t'as rien comme investissement, t'as pas besoin d'argent. Mais si tu te lances dans une autre activité qui n'est pas une activité sédentaire et de bureau quand t'es indé, t'as peut-être besoin d'un peu de trésorerie et pour ça, c'est vrai que c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est vrai. Ta famille en a pensé quoi, du coup? Vu que tu me dis que tes parents étaient déjà dans l'entrepreneuriat, je pense qu'ils l'ont bien pris. Il y a toujours eu un peu ces messages de fond, mais il faut que tu te mettes à ton compte. Quand tu es salarié, c'est pas ta boîte, tu n'es pas libre de faire tes choix, tu n'es pas libre de faire ton chiffre d'affaires, de faire comme tu veux, comme tu le veux, mais sans pour autant imposer ou dicter, parce que le marketing, je pense qu'aujourd'hui, désolé papa, maman, mais ils comprennent pas ce qu'on fait, tu vois, c'est un petit peu loin de... Et puis ils sont en Champagne, c'est pas du tout les mêmes enjeux qu'au Luxembourg, donc ils sont un petit peu loin de ça, mais le fait que je sois à mon compte et que maintenant on soit à notre compte tous les deux et qu'on ait une petite qui rentre dans l'équation et qu'on est maître de notre propre bateau, je pense que ça les rassure en fait, quelque part. Mais parce qu'eux, ils l'ont vécu, ils l'ont connu et ça s'est bien passé. Oui. Alors, je dis pas que c'était facile, mais à force de travail, ça s'est bien passé. Ouais, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'au contraire, j'entends beaucoup de parents qui, ils sont pas du tout rassurés. Ils se disent non, il faut que tu aies ton CDI. Ça les inquiète. Ça les inquiète, parce que les revenus sont pas toujours les mêmes, alors que le salaire, tous les mois, tu touches la même chose. Donc, oui, c'est ça. Mais bon. Mais j'avais eu cette discussion, c'est marrant, avec la maman de ma première stagiaire. C'était il y a longtemps. Marie, elle s'appelait Marie. Et en fait, sa mère n'était pas rassurée qu'elle vienne en stage. À l'époque, j'étais indé toute seule chez moi, quoi. Elle n'était pas rassurée par ce format-là de stage, donc elle était venue en entretien avec sa fille, donc chez moi, dans l'appart. On a eu cette discussion. Et elle me disait, le marketing, j'ai peur que ce soit bouché et tout. Et finalement, quelques années après, Marie, elle m'écrit, elle me dit, tu sais quoi, je me lance freelance à côté de mon job en salarié, c'est l'éclate. Et je me suis dit, ok, cool. Incroyable. Et c'était, ça, c'est des histoires positives, mais c'est pas toujours facile, hein, quel que soit le métier. Quand t'es indé, t'as plein d'avantages, mais c'est toi qui fais ton salaire. Tu vois, là, on parlait de la parentalité en étant jeune parent aujourd'hui. Alors, même si maintenant on a une société, c'est un petit peu différent, parce qu'on est salarié de notre propre structure. Alors, même si tu as le salaire qui tombe, si tu rentres pas de clients, si tu rentres pas de projet, il va rien se passer. À un moment donné, ça marchera pas. Donc, c'est bien et c'est pas bien. Il faut que ce soit en tout cas, si tu le fais full-time, je pense qu'il faut que ce soit un minimum une passion. Je suis d'accord. Si c'est pas la nuit que tu te réveilles quand tu peux, quand ton enfant est dehors pour lancer ton prochain épisode de podcast, tu le feras jamais. Oui, je suis totalement d'accord. Ouais. Je le vois aussi avec ma sœur. Elle a une entreprise. Moi, c'est une profession libérale. Ok. Et oui, elle a travaillé jusqu'à son accouchement.
Ouais, Et même, puis il n'y a pas de congé maternité. c'est ça. Dès que le bébé dormait, elle en profitait pour prendre son ordi. Dès que tu as le temps, tu Voilà, c'est ouais, ça. c'est ça. Ça, c'est les J'ai points. rédigé une newsletter juste avant d'accoucher. Bon, l'accouchement était beaucoup plus tôt que prévu, mais quand même, Ah sur bah le voilà. principe. Et le truc que personne ne t'a dit sur le freelancing au Luxembourg. C'est vrai que en fait, le statut de freelance Mm. n'existe pas au Luxembourg. Même le statut micro-entreprise au Non. Luxembourg. C'est l'entreprise individuelle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, tu es commerçant personne physique. Donc, tu es Mm. comme un boulanger qui souvent commence en tant que commerçant personne physique. Tu es un commerçant au Luxembourg. C'est assez marrant. Les gens ne le savent pas. On parle de freelance par abus de langage. Mais... Oui. Ou même en France, tu n'as pas un statut freelance. Tu es auto-entrepreneur, enfin Oui. micro-entreprise maintenant. Mais même si tu es freelance, tu es indépendant, tu es tout seul, tu ne dois pas être tout seul. Parce que typiquement, moi, c'est les enjeux fiscaux, administratifs, comptables. Moi, c'est pas quelque chose que je maîtrise et j'ai pas envie de le maîtriser, je dois avouer. Et si t'es pas bien accompagné pour ça, c'est chaud. C'est chaud et tu t'en rends pas compte. Alors c'est pas le fait de pas déclarer dans les temps, etc. Sur le coup, tu t'en rends pas compte. Après, tu te prends des amendes. Et au-delà de Et là, tu t'en rends déclarer, compte. là, tu t'en rends compte, ça commence à se sentir. Et puis, si tu déclares et que c'est mal fait, même quand tu as un professionnel qui t'accompagne et qui n'est pas si pro que ça et que c'est mal fait, tu repayes des amendes et tu n'es toujours pas dans ton bon droit. Et en fait, tu as tout un truc qui s'accumule pendant des années avant parfois même que tu t'en rends compte. C'est ce qui m'est arrivé et j'en paye encore les frais aujourd'hui, là, maintenant, alors que je me suis lancée il y a 7 ans. C'est fou quand même que les... bon, après ça reste un débat et chacun son avis, mais c'est fou que les experts comptables ont une obligation de moyens et pas de résultats. Parce que du coup, nous, on s'y connaît pas. On s'y connaît pas, on s'y connaît pas. On n'a pas fait bac+8. Alors oui, les experts comptables, ça reste des humains. Oui, ils peuvent faire des erreurs, mais ils doivent un minimum endosser une responsabilité. C'est un peu en fait, je trouve que c'est des métiers sur lesquels on a une confiance aveugle. Un avocat, un médecin, un comptable, tu dis c'est un truc réglementaire, institutionnel, forcément tu fais confiance. En fait, t'en as, c'est juste des businessmen, quoi. Ou women, peu importe, mais... Et des fois, comme tu dis, après, ils sont humains, c'est pas toujours la faute à une personne. Des fois, tu as plusieurs gens dans l'équipe, tu as des stagiaires, tu as des gens qui vont, qui viennent. La faute peut être sur plein de choses différentes, mais je trouve qu'on ne conscientise pas assez les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs sur l'importance de ces sujets-là fiscaux. Alors, on va toujours te dire, oui, on t'apprend à faire un bilan. Ouais, mais non, c'est pas ça. C'est les enjeux business, en fait. Et pourquoi il faut être réglo? Pourquoi, surtout au Luxembourg, où c'est pas toujours obligé de faire ta déclaration d'impôt, tu as des cas dans lesquels tu peux ne pas le faire. Oui. Et bien expliquer ça. Parce que moi, dans ma tête, c'était resté sur... Il n'y a pas un certain seuil où là, tu es obligé, quand tu es marié, tu as un certain seuil où là, tu es obligé. Tu es lié à un statut. En fait, si tu te maries, tu es obligé. Mais si tu n'es pas marié, moi, dans ma tête, tu n'es pas obligé. Oui, en fait, si tu n'es pas marié et que tu es indé, tu es obligé. Ah ouais? Voilà, apparemment. Alors, vérifiez, parce que je suis pas bonne là-dedans, mais je crois que c'est ça. Et moi, je me suis fait piéger sur plein de choses comme ça, et c'est seulement aujourd'hui la fiduciaire qui nous accompagne, qui nous conscientise sur tout ça. Et c'est vrai que nous, avec les freelances qu'on accompagne, maintenant, on leur dit, on leur partage nos erreurs, parce que c'est bien souvent de là que tu apprends le plus, mais c'est un truc piégeux, quoi. C'est le truc, quand tu te mets à ton compte, tu dis, c'est bon, il y a plein d'infos, il y a Internet, je peux tout faire moi-même. Ou alors vous êtes très très averti sur le sujet et tu potasses à fond les sujets et tu connais bien toutes les lois, mais tu ne pourras jamais autant le faire qu'un professionnel qui ne fait que ça. Donc c'est un peu le truc qui m'a... Du coup, si je comprends bien, tu as une société. Ouais. Donc tu proposes tes services de marketing, mais aussi tu accompagnes des freelances, c'est ça? Ouais, en fait, j'ai commencé indépendante en marketing. À force d'être à bosser plusieurs freelances sur un même projet, on s'est dit, tiens, on va essayer de bosser ensemble, parce que tout seul, tu vas plus vite, à plusieurs, tu vas plus loin. Ça s'est fait comme ça, et puis petit à petit, dans notre façon de bosser, on s'est dit, tiens, il y a plein d'agences de com qui sont des grosses structures, qui sous-traitent avec des freelances, mais c'est secret de polichinelle, faut pas savoir. Surtout, tu seras pas en contact avec les clients. Tu dis pas ton nom parce qu'on te connaît, machin. Ok. Et c'était vraiment pas le délire. Et pour avoir été en sous-traitance, quand même. Et je me suis dit, mais non, il faut assumer en fait le fait qu'on est deux freelances. À l'époque, on était deux. On bosse ensemble, on le dit clairement. Il y en a un qui facture, on se refacture entre nous, on s'arrange. Ce qui est important, c'est que le client réponde à son besoin et que le tarif soit bien fait, propre, de manière humaine, un peu transparente quand même, un minimum. Et ça s'est fait comme ça. Et du coup, aujourd'hui, le collectif de freelance, on a une structure, donc mon mari Damien et Cédric, le troisième associé. On est tous les trois associés et on est les seuls salariés de la boîte, qui est une SARL.
Et après, on a plein de freelances qui bossent avec nous, mais chacun a son statut. On a des freelances en France, on a des freelances au Luxembourg, peut-être en Belgique demain. Et tu as des micro-entrepreneurs, tu en as qui sont en SRLS. Mais c'est pas du peu... portage ou Non, c'est... c'est Ok, pas du portage. Il n'y a pas un cadre réglementaire, effectivement, comme dans d'autres secteurs d'activité. C'est pas du portage. d'accord, ok. C'est, moi, j'ai un photographe qui va venir une mission, je sais pas, admettons, on va faire une mission pour toi. Mhm. Le photographe va venir. Je vais avoir une marketeuse digitale qui fait la rédaction des contenus de ton site. Et puis, moi, je vais implémenter toute la stratégie, faire de la pub un peu sur Google Ads, ce que c'est. On bosse tous les trois ensemble. Les 2 freelances vont me facturer à moi, ma société, et ma société va te facturer à toi. Mais c'est pas du portage. Nous, on bosse ensemble, comme ça nous convient de bosser. Et, d'accord, ok. c'est des factures à chaque fois, à chaque étape. D'accord, ok. Donc, en fait, moi, si j'ai un besoin, je viens vers toi. Ouais. Toi, moi, je vais chercher les bons profils. tu vas chercher les bons profils. Ouais, c'est ça. Ok, mais ces bons profils-là, eux, ils sont en freelance, ils sont... Ok, C'est ça. Ok, d'accord. Et dans ces profils-là, il y a des gens qui ont des tafs à plein temps. Par exemple, Pierre Hugo, alors c'est le seul qui n'est pas près d'ici, il est à Nice. Je crois qu'il a choisi le soleil. Ah oui, il est Et loin. PH, en fait, il a un taf la semaine, 35 heures par semaine. Et non, il fait de l'intégration sur des sites le soir, le week-end, des fois quand il a des jours de congé. Mais ça lui convient. Donc on peut faire ça à distance aussi. Selon les métiers. Ouais, oui, ok, d'accord. c'est sûr que si t'es photographe, ce serait plus embêtant. Oui. Mais tu vois, sur l'intégration de sites internet, il peut le faire. Quoi. Ah non, mais je pensais quand même que le freelance était sur place, la etc. Plupart, lui, c'est l'exception qui confirme la règle. Hein, mais okay. La plupart, on a des Messins, on a des Thionvillois, on a quelques Luxembourgeois. On en a un qui présentement est à Bali parce qu'il a sa famille là-bas et qu'il a des projets familiaux qu'il doit faire avant de revenir ici, mais il est de Thionville à la base. D'accord, ok. Mais tu vois, c'est ce mode de travail qui, je trouve, est sympa. Parce que, au-delà de le côté, on te vend la flexibilité de bosser où tu veux dans le monde. Alors oui, à un moment donné, il faut quand même avoir une accroche, un endroit à peu près fixe. Quoi. Mais vu qu'on a chacun des horizons différents, les freelances qui bossent avec Téméraire ont aussi des clients de leur côté. Et c'est très bien, parce qu'ils voient d'autres choses. Et on mange ensemble, juste de temps en temps, à la cantine. En fait, franchement, c'est super. Et on essaie de prendre le meilleur de deux mondes, tu vois. Côté structuré des agences, on a des plus gros projets, on a un minimum organisé, on délivre des choses qui envoient quand même un peu de pâté. Et d'un côté, le meilleur des freelances où tu aimes bosser d'où tu veux et faire un truc qui te fait kiffer et tu choisis les projets et tu te mets à 300% dedans. On essaye de consolider un peu ces 2 univers-là et ça marche pas trop mal pour l'instant. Et c'est que dans le marketing? Ouais. D'accord. Dans le marketing, oui, on ne peut pas se lancer dans plein de trucs différents, mais le marketing, tu fais déjà pas mal de choses. Après, en France, tu as beaucoup de collectifs de freelance qui existent. Si tu as l'occasion d'en faire passer sur ton podcast, même dans d'autres domaines, tu vois, c'est vachement intéressant. Ah, ben, je savais même pas que ça existait. Souvent dans l'IT. Dans l'IT, ils te placent des consultants. Oui, je vais podcaster une personne. Ouais, je vais podcaster une personne dans l'IT en plus. Mais lui, c'est pas un collectif de freelance. Lui, il veut créer quelque chose. Il veut faire un peu comme toi, j'ai l'impression. Si j'ai bien compris on est en discussion encore. Donc, j'ai pas encore bien compris le sujet. Mais j'ai l'impression qu'il soit un peu comme toi, soit du portage. Ouais, peut-être du portage. Ouais, je pense que c'est plus du portage. C'est plus du portage. Mais c'est des modes de fonctionnement un peu similaires, effectivement. Ça se rejoint. La façon de facturer n'est pas la même, mais sur le principe, c'est un peu ça. Tu constitues en fait une équipe pour chaque projet. Quoi. Là, en fonction des clients qui vont venir nous consulter, nous solliciter, on se dit, OK, là, on a à peu près on a une douzaine de freelances qui sont très actifs, mais en fonction peut-être du secteur d'activité, on va se dire, tiens, ce serait peut-être bien d'aller sourcer quelqu'un, j'en sais rien, qui fait juste du packaging pour des bouteilles d'eau, parce que ce projet-là, c'est vraiment ça. Je dis n'importe quoi. Mais on peut constituer les équipes en sur-mesure, et aujourd'hui, ça rassure les entreprises aussi alors déjà d'avoir la transparence sur la façon de travailler, d'avoir des équipes en fait qui sont entièrement dédiées. C'est pas t'as un graphiste que tu payes en interne qui est bon dans le digital, mais tu as besoin de lui faire du print, il est là, faut que tu l'occupes, donc tu lui fais faire des trucs en impression. Ouais. Là, c'est différent. On prend la force de chacun. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis tu prends ce que tu as besoin au moment où tu as besoin. T'as pas des forfaits qui t'engagent sur 24 mois, ce qui fait peur aux boîtes, forcément. Et tu consommes en fonction de ce que tu as besoin réellement. Ça va être le futur, je pense. Je pense que ça va être le futur. Après, peut-être que je suis pas objective non plus, mais quand je vois les tensions économiques, plus dans certains secteurs que d'autres, mais qui touchent quand même, qui touchent le Luxembourg. Hein. Oui. Nous, il y a quelques années, on le sentait moins. Alors, on le sent au travers de nos clients, mais même des boîtes historiques, tu disais, ça va. Ils sont solides, ils ont de la trésor,
ça va. Malgré le contexte post-Covid et tout, tu te dis, bon, ça va, on est épargné. Et là, ça fait 2 ans où tu vois des PME un peu connues quand même sur la place, ils ont du mal à payer des factures qui sont pas des énormes factures. Donc, tu vois que ça joue un peu sur les délais de paiement, ce genre de choses. Et tu te dis, bon, ok, c'est pas si évident que ça, le Luxembourg n'est pas épargné. Ah oui, mais personne n'est épargné. Et tu as besoin de cette souplesse de pas être engagé avec un prestataire. Alors, à part un comptable, pour le coup, que tu es obligé d'avoir tous les mois, mais l'agence marketing qui te prend 10 000 euros par mois à pas savoir quoi faire, ça n'a plus de sens. Oui, je suis totalement d'accord. Ça n'a plus de sens. Je suis totalement d'accord. Et pour toi, c'est quoi les vraies qualités d'un entrepreneur? D'être curieux et de se remettre en question. Oh, totalement. De rien prendre pour acquis. C'est un peu comme la parentalité, en fait. Tu vas t'imaginer qu'en faisant ça, ça et ça, elle va pas pleurer. C'est faux. Elle va pleurer. À la 6e fois, c'est faux. Mais il faut tout remettre en question. Alors, de manière saine, pas tout le temps, de manière systématique et de manière constructive, mais il faut que tu aies un minimum de curiosité d'esprit. Parce que si tu fais ce que tout le monde a toujours fait, tu auras les résultats que tout le monde a toujours eu. Ça ne passera pas grand-chose, fondamentalement. Et d'avoir aussi la volonté, après, de les mettre en place, quoi. D'en faire quelque chose de constructif. Des gens qui parlent, il y en a beaucoup. Alors maintenant, avec l'IA, il y en a vachement plus. Tout le monde parle, tout le monde cause, tout le monde a un avis sur tout, mais des gens qui font, et des gens qui font bien, il y en a beaucoup moins. Et des gens qui font, mais qui font potentiellement mal et qui se disent, ok, j'ai mal fait, je corrige. Ah bah alors là, il y en a 1%. Ah ouais, non, c'est, mon Dieu. Tout fout le camp, ma bonne dame. C'est ça. C'est quoi l'erreur la plus chère que tu aies faite? Du coup, les mauvais choix comptables. On en parlait tout à l'heure. Oui. De faire le choix d'un prestat parce que, finalement, 250 euros par mois, c'est pas cher. J'avais le choix entre 150 et 250. Et puis finalement, il y en a une qui m'a proposé 150 euros par mois. Je me suis dit, je prends la moins chère. Et non. Non, faut prendre la qualité. Oui, mais des fois, quand c'est plus cher, il n'y a pas la qualité. Oui, c'est ça, en fait, le problème. Moi, ça ne me dérange pas d'aller au plus cher. Mais je veux être sûre que le prix que je mets, derrière, il y a une qualité. Il faut vraiment aller travailler les avis clients. Alors, pas juste les avis Google où tu vois que c'est des faux trucs qu'ils ont achetés, mais d'aller voir quelques noms de boîtes où apparemment ils ont bossé ensemble ou demander des références. Nous, il y a plein de gens qui nous sollicitent et qui nous disent, avec qui d'autre vous avez travaillé? On a besoin de leur demander aussi comment ça s'est passé. Et c'est OK. Ah, bah oui. Et ça, surtout sur de la prestation de service, c'est pas juste un achat dans un supermarché où tu dis c'est bon, c'est propre, c'est pas bon et c'est fini. Il y a quand même beaucoup plus d'impalpables. Donc d'aller demander des références, d'aller voir des gens avec qui ils ont bossé, c'est important, quoi. Pas juste le prix, quoi. Et n'hésitez pas aussi à réseauter. C'est un pays qui est petit, Luxembourg. Donc c'est ça aussi qui est bien du fait que ça soit petit, c'est que c'est plus facilement accessible. Et moi c'est un conseil que je donnerais. C'est vrai. C'est vrai que moi je suis arrivée au Luxembourg. Et en marketing, tu parles toujours de tes différents canaux, les réseaux sociaux, les emails, le site, etc. Et tous les Luxembourgeois dessous, je te disais, non, mais ce qu'il y a de vrai au Luxembourg, c'est le bouche à oreille, là. Et c'est vrai. T'as trop bien fait. Mais c'est 10 ans d'expérience. Mais c'est vrai, parce que tu as un pays qui a la densité d'activité économique d'un pays, mais qui a la taille d'une région française. Oui. Donc forcément, tu as aussi beaucoup plus de choses qui se passent, de messages qui sont beaucoup moins diffus et isolés qu'en France, quoi. Donc si tu bosses bien, ça se sait. Si tu bosses mal, ça se sait aussi. Exactement. C'est pour ça que je dis toujours, faut être sérieux. Faut être sérieux parce qu'une fois que t'es cramé, t'es cramé. Oui, c'est ça. Tu peux pas... Et pour les prestats, c'est pareil, tu vois, comme tu dis, si tu connais un peu de gens, t'en parles, tu dis, tu connais un tel, comment ils bossent, j'ai vu qu'ils ont l'air sympas, mais dans les faits, comment ça se passe, et tu prends des avis et tu peux le faire assez facilement. Je me dis, en France, si tu choisis un comptable qui n'est pas du tout à côté de chez toi, jamais tu auras ce genre d'avis. Donc, Exactement, ouais. Et est-ce que tu as eu un moment où tu as voulu arrêter? Non, moi je suis peut-être pas le bon exemple, mais j'ai eu des difficultés, mais ça a toujours été, comme je te disais tout à l'heure, un mode de vie d'être à son compte. Et si, voilà, il y aura des étapes, il y aura des phases, et c'est OK. Donc, non, je reviendrai en arrière pour rien au monde. Ah si demain, il n'y a plus besoin de marketing au Luxembourg, j'arrête, je ferai autre chose. Je lèverai des podés, j'en sais rien, mais... Je viendrai avec toi, alors. Bon, vas-y. On fera ça ensemble. Oui. Mais bon, voilà, non, tant qu'il y a besoin, je continue, mais je me suis pas dit, je reviens en CDI, je reviens en arrière, non. Après, je peux comprendre qu'on le fasse. En fait, si tu fais quelque chose et tu dis il n'y a plus besoin de ce que tu fais comme tu le fais, oui, il faut arrêter et faire autre chose. Ouais, souvent c'est vu comme un échec. Moi, je trouve que c'est vu comme une remise en question. Se dire, voilà, ok, ça marche plus. Je me remets en CDI ou en CDD, peu importe le temps de financièrement payer ce qu'il faut payer pour vivre. Et puis, pourquoi pas rebondir. En fait, ce que je reproche en France, je parle de la France parce que je suis née en France, j'ai vécu en France et c'est le pays que je connais parce qu'on me dit souvent, oui, mais tu parles de la France, tu compares toujours avec la France. Oui, mais je ne vais pas comparer avec le Mexique. Je connais pas le Mexique. Et du coup, en France, le problème, c'est que dès qu'il y a un trou dans le CV,
parce que tu as créé un business ou tu as fait quelque chose, eh bien, dès qu'il y a un échec, Mal perçu. c'est mal perçu. Moi, je trouve ça dommage parce que la personne, elle a quand même gagné des choses. Là, si demain, j'arrête tout, le podcast, les réseaux sociaux, mais j'ai tellement appris. C'est ça. Donc, c'est dommage. Mais c'est pour ça que souvent les gens ils te disent ah mais faut se lancer quand t'as rien à perdre. Non, faut se lancer quand t'as tout à gagner, mec. C'est ça la différence. Parce que t'as toujours à perdre. Déjà le temps. Oui, c'est ça. Déjà le temps. Mais t'apprends plus quand c'est un sujet qui te passionne, que t'as envie de faire, tu vas te débrider, tu vas sortir des sentiers battus, tu vas apprendre des choses que tu vas mettre au service peut-être d'un autre taf ou d'autres choses à côté, d'autres projets, et c'est toujours formateur. Donc, de la même manière qu'il n'y a pas de mauvaise raison pour se lancer à son compte, il y a aussi pas toujours des fois les mauvaises raisons de s'arrêter. Alors, les chiffres, est-ce que tu es à l'aise d'en parler? Oui, bien sûr. Et alors, combien de temps avant de te verser un salaire? Après, j'ai toujours du mal à dire te verser un salaire quand tu es freelance. Tu ne te verses pas un salaire en soi. Tu vas avoir un compte dédié où tu vas recevoir les factures de tes clients. Et puis, mais ta première paye, mais nette, que tu as dans ton compte en banque et que ce n'était pas fait pour réinvestir. C'est vraiment pour toi. Et je veux te dire, alors, les premiers contrats, tu vois, la première cliente que j'ai signée, il y en a une. Et la deuxième, elle est arrivée, je pense, 3 mois après. Donc, tu vois, il faut quand même avoir un petit matelas, sinon tu n'y vas pas. Et la première, à l'époque, c'était un jeu concours sur Facebook. Alors, ça devait être une facture de, je sais plus, 300, 400, 500 euros, ce qui n'est pas grand-chose. Ça, c'était ma première facture. Et du coup, au début, je me reversais pas. J'avais un matelas, je m'étais mis de l'argent de côté, et c'est là-dedans où je puisais pour mon loyer, la première année en tout cas. Et 2-3 mois après, il y a d'autres petits clients qui sont arrivés, puis au fur et à mesure, ça s'est fait. Et je pense qu'au bout de 8-9 mois, où là j'ai commencé à me verser, je me faisais un virement programmé de 1 500 euros à chaque fois, parce que j'avais besoin que de ça. Puis après j'étais montée à 2005, parce que t'as un peu plus de besoin. Jusqu'à ce que je me mette en société, je me versais que 2 500 euros par mois, mais parce que je préférais avoir le matelas à côté qui reste plutôt que de me verser. Mais comme dit, c'est un jeu entre deux comptes bancaires, c'est pas vraiment un salaire, mais voilà, je sais pas si ça répond à ta question. 9 mois, oui, ça répond à ma question. 9 mois, quand même, tu vois, il faut être patient. Ouais, il faut avoir ou un matelas ou un moyen de vivre à moindre frais, si tu vis chez tes parents, des choses comme ça peut se faire, ou un taf à côté. Après, le piège du taf à côté, c'est que si tu es full-time sur un salariat, t'as pas le temps de développer autant ton projet. C'est mon cas. Si t'es mi-temps, ça va. Si t'as un employeur qui te lèche les jours, ça va. Sinon, c'est compliqué. Oui, exactement. Tu fais ça le soir et le week-end et la nuit. Voilà, exactement. Donc, tu dors pas. Voilà. D'où les cernes. Je sais pas si vous les voyez, vous, mais moi, je les vois. Pour toi, le Luxembourg, c'est un avantage ou un obstacle pour l'entrepreneuriat? J'y vois beaucoup de positifs. Alors, encore une fois, je suis pas objective. J'y vois du positif. Un peu. Parce que tu dis que tu n'es pas objective, mais tu aurais pu faire ça en France. Oui. En France, tu as un peu des fois le piège des aides. Tu te dis, ça coûte pas cher de t'installer en France, de te mettre à ton compte en France. Puis finalement, au bout d'un an ou deux, je crois qu'il y a des subventions que tu n'as plus ACRE pour ce genre d'aide. 2 ans, je crois. Et ça pique un peu les fesses, de ce que j'ai compris après au niveau de la position. Un truc qui s'appelle l'URSSAF, qui n'est pas trop aimé des entrepreneurs. Et au Luxembourg, alors certes, purée, tu vas me faire penser, il faut que je fasse l'URSSAF. Voilà, n'hésite pas, si tu as besoin sur des sujets agréables, je suis dispo. Le gros sujet. Ouais. Mais au Luxembourg, alors si tu n'habites pas sur place, moi c'était mon cas, donc c'était facile, c'est vrai qu'il faut que tu payes une domiciliation dans un espace coworking comme ici. Donc oui, ça a un coût, mais tu as plus de facilité à t'installer. En 3 semaines, tu as ton numéro de TVA, ton autorisation de commerce, elle vient 2 semaines après. Moi, je sais que quand j'ai voulu me lancer, c'était maintenant. Donc je me suis lancée. Il fallait que je facture tout de suite, quoi, parce que sinon, tu n'as pas de thunes qui rentrent si tu ne peux pas te facturer. Tu as commencé en entreprise individuelle, du coup? Ouais, c'est ça, commerçant, personne physique, parce que le statut de freelance n'existe pas, quoi, mais c'était ça. Okay. Et c'était long de faire les demandes? Non, c'est un petit peu plus long maintenant, mais je te dis 3 semaines, 2 semaines, donc en un gros mois et demi, c'est bon. Et les démarches, elles se font sur Internet? Ouais, maintenant, alors moi, ce que je conseille aujourd'hui, si tu veux te lancer, tu as un truc qui s'appelle la House of Entrepreneurship. Oui, je connais. Qui est une espèce d'antenne de la chambre de commerce et de la chambre des métiers. Te donne toutes les infos. Tu prends les infos, tu analyses, tu vas un peu sur Internet, tu remontes et tout, mais déjà, tu as une bonne base et tu as des vrais gens qui vont te dire les raccourcis pour pas perdre trop de temps. Ah, c'est bien comme astuce. Et est-ce que tu peux me dire ce que tu vois que les autres freelances font mal? C'est dur de me porter un jugement, tu connais pas exactement, mais puis en fait, ça dépend de chacun. Tu vas peut-être des fois voir des freelances, tu te dis, ah tiens, ils sont pas très actifs, ou ah moi si j'avais fait un site, je l'aurais pas fait comme ça.
Mais Oui. tu sais pas, en fait, ça se trouve, le mec ou la meuf, ils sont full-time dans un job et ils ont peut-être pas besoin de beaucoup plus et c'est le bouche à oreille qui leur suffit. Donc, toujours un peu dur de juger, mais bon, le cliché numéro un, c'est de rester tout seul dans son coin et de pas se faire accompagner par des pros sur certains sujets. Mais c'est dur de se faire accompagner par des pros, hein, parce que Ouais, tu je sais. connais pas les personnes. Puis t'as peur de payer pour ça. Tu te dis, Oui. je vais payer, je sais le faire. Ouais, mais non, tu fais Oui, mal, en fait. Et ça exactement. te prend du temps. Toi, ton temps, si t'es graphiste, il doit être à réfléchir à de nouvelles identités visuelles dès que tu vois un camion d'un artisan passer, tu vois. C'est pas de faire ton bilan ou ta déclaration d'impôt. Exactement, je suis d'accord. Et nous, c'est souvent la raison pour laquelle les freelances veulent nous rejoindre, souvent, c'est de lutter contre la solitude. Parce que oui, tu fais des projets, tu t'éclates et tout, mais tu es tout seul devant ton ordi. Alors des fois, tu as des clients, mais tu n'as pas les mêmes discussions qu'avec des pairs. Et c'est un petit peu ça aussi. Et ils payent une cotisation, les freelanceurs? Non, pas chez nous. Après, tu as plein de modèles de collectifs de freelance. En France, tu as des modèles plus ou moins structurés. Tu en as effectivement où tu as une espèce d'adhésion, tu as différents niveaux d'implication qui te donnent le droit à accéder à des contrats plus ou moins juteux, tu vois, en fonction du truc. Alors, on n'est pas du tout à cette échelle, quoi. Ok. Nous, il n'y a pas de barrière à l'entrée, si ce n'est qu'il faut que ça fitte d'un point de vue façon de bosser, d'un point de vue état d'esprit pour le client, d'un point de vue compétence aussi, expérience. Voilà, il y a plein de critères. On dit souvent que le marketing est un peu à l'ancienne, surtout sur les réseaux sociaux au Luxembourg. Qu'est-ce que tu en penses? Attends, je veux te dire que c'est très vrai. Je suis arrivée en 2013 déjà dans ce pays. On faisait un événement pour distribuer des annuaires. En France, tu les avais dans les cages d'escalier, les gens ils marchaient dessus. C'est pas le même délire, tu vois. Donc, alors oui. Déjà que la France est en retard par rapport aux États-Unis, si on compare. Mais on est plus en retard ici, oui. Mais il faut le voir comme une opportunité, en fait. Ça veut dire que tu sais un peu ce qui va se passer ailleurs et que tu peux infuser des pratiques qui n'existent pas encore et être précurseur, tu vois. Moi, le collectif de freelance, quand on a commencé, on n'osait pas trop le dire au début. Parce qu'on s'est dit, ça va être mal perçu. Les gens, ils ont l'habitude des agences, tradis, avec des gros bureaux, 50 salariés, etc. Et finalement, c'est ce côté rafraîchissant et totalement affranchi des barrières traditionnelles qui a marché, quoi. Écoute, j'espère que ça va être le cas pour moi. Parce que moi, quand je parle aux personnes pour les réseaux sociaux, non, en fait, ils veulent tous... En fait, je dis pas qu'il faut pas être pro sur les réseaux sociaux. C'est juste que souvent, ils veulent être pro, mais être lisse. Et du coup, forcément, ça marche pas. Oui, c'est ça. Alors, je dis pas qu'il faut être un troubillon et ramener sa gueule sur tout. Oui. Mais il y a un juste milieu, en fait. C'est ça. Un minimum d'authenticité. Tu vois, trop de corporate. Exact. C'est ça. C'est à touche authenticité qu'ils ont du mal. C'est ça. Donc, mais bon, voilà, ça passe pas avec tout le monde. Hein. C'est OK. Comme tu as des fois des sociétés où il faut ce niveau de corporatisme. Je pense quand tu travailles dans le juridique ou à un certain niveau dans la finance, j'imagine que tu dois être un peu rentré dans un cadre, sinon ça marche pas. Oui. Après, tu as des métiers comme le marketing, si tu fais rentrer tout dans un cadre, en fait, tu ne fais rien, il ne se passera pas grand-chose. Exactement, ouais. Et donc toi, ça t'a pas bloqué, en fait, ce côté... Non, moi, je le voyais plus comme une opportunité, mais c'est un peu surprenant au début. Quand tout le monde te dit, c'est le bouche à oreille, oui, ok, peut-être autre chose quand même. On te dit toujours, ah non, le digital, ça marchera jamais. Si, ça marche. Moi, à l'époque, c'était Facebook, maintenant, on est sur d'autres réseaux, ça bouge. Ça bouge plus lentement. Il y a un peu plus d'inertie, effectivement, que dans d'autres pays européens. Ah oui. Ça bouge. Et pourtant, on a les influences de tous les voisins, hein. C'est ça qui est marrant. Hein, Comme quoi. Mais bon, ça va peut-être arriver. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que, alors, certes, un peu plus en retard sur certaines pratiques, mais sur d'autres, tu as quand même des choses qui ne peuvent pas exister ailleurs. Tu vois, tu as plein d'aides pour les PME à investir dans le marketing qui n'existent pas en France. Tu as eu une aide Covid de 500 € à un moment donné, mais c'est tout. Et parce qu'on a la chance d'avoir un pays économiquement qui est quand même plus riche, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, ça, c'est bien, je ne savais pas qu'il y avait une aide. Je sais que pour les startups, oui. Ouais, mais pas que. Même pour les PME, aujourd'hui... c'est une aide qu'ils ont lancée, c'était avant le Covid, parce que moi, c'est quand je me suis lancée en indépendance, c'était justement la House of Entrepreneurship qui avait lancé ça. Alors, c'est Lux Innovation et la House of Entrepreneurship, et lancé une subvention qui s'appelait Fit for Digital. Et c'était à la base pour les commerçants, parce qu'ils avaient beaucoup de besoins en digital, mais c'est ceux qui ont le moins de thunes pour pouvoir le faire. Et moi, ils étaient venus me chercher en me disant, vu que j'étais un peu spécialisée sur les commerçants au début, est-ce que vous voulez être prestataire agréé? Donc, si tu es prestataire agréé, tu as un restaurant qui vient te voir, qui dit, voilà, je n'ai pas de client le midi, aidez-moi. Tu lui proposes une stratégie marketing, tu déclines, et ça, c'est une subvention. Ils avaient 5 000 € de subvention à l'époque, ce qui était énorme. Et aujourd'hui, ça existe encore. Ils ont étendu à plus d'activités, et ça rembourse 70% de tes investissements marketing. Ah oui, c'est pas mal. Donc, ça aide beaucoup de boîtes à survivre et à aller plus loin. C'est vraiment pas négligeable du tout. Nous, on a pas mal de clients qui en ont fait bénéficier et ça fait une différence, clairement. Mais ils le savent?
ces entreprises qui ont ça? Tout le monde ne le sait pas. Non, bah nous, on prêche un peu la bonne parole, forcément, Ouais. mais on leur dit, tu vois, quand ils sont éligibles, on leur dit, bah voilà, là, au lieu de mettre 10 000 € en marketing, vu que tu as 70% de remboursé, tu peux mettre beaucoup plus, donc tu auras Oui. beaucoup plus d'impact sur ton marché, tu auras beaucoup plus de clients, et voilà, le calcul est vite fait. Comme quoi. Et si quelqu'un dans mon audience veut se lancer en freelance au Luxembourg, par où il commence, selon toi? Ah, au Self-Entrepreneurship. Ah ouais? Bah non, bah au moins, ils ont les infos. Ouais. Le côté un peu structure, administratif, le côté un peu chiant, parce que c'est ça qui fait peur à beaucoup de gens, c'est bien de le traiter, d'avoir les infos et de passer à autre chose. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi tu te lances et pour qui tu te lances. Est-ce qu'il y a un vrai marché? Est-ce qu'il y a un besoin? Ouais. Parce que des fois, on fait des trucs par passion, mais il n'y a personne qui a besoin de ce que tu sais faire. Alors c'est cool, mais il ne se passera pas grand-chose. Donc vraiment, essayer de trouver sa niche, plutôt que d'être généraliste, de vouloir tout faire. Essayer d'arriver avec un angle ou un produit spécifique, une prestation peut-être sur un secteur d'activité spécifique. Tu m'avais dit, je crois, à un moment que tu aimais bien au Luxembourg qu'il y a des secteurs, des fois un peu niches, des trucs un peu plus concurrentiels que d'autres. Oui. Si tu as compris qu'il y a des secteurs d'activité qui sont concurrentiels, par exemple, si tu es en marketing, tu sais que dans ce secteur-là, les mecs, il faut qu'ils se démarquent les uns des autres. Donc, tu sais que tu as du taf. Donc, demain, si tu veux te lancer en marketing, je sais pas, spécialise-toi dans les artisans du bâtiment ou de la construction, tu vois, je sais pas, dans les avocats, parce qu'il y en a plein et ils n'ont pas le droit de faire de pub, mais ils peuvent quand même faire 2-3 autres trucs. Trouve une niche, un truc qui te parle et qui concilie en fait ta passion avec un potentiel business qui sera là. Mais quel serait ton conseil pour trouver la niche? Est-ce que la personne doit faire bouger un peu au Luxembourg pour parler un peu à tout le monde? Comment tu ferais Prendre la température du réseau. Ouais. Okay. Après, pas n'importe qui, des gens potentiellement qui sont dans le secteur que tu cibles, mais aller en parler à des gens un peu qualifiés, ciblés, pertinents. Après, un minimum de flair, hein, ce qui paraît, le feeling, ça joue. Je suis quand même assez d'accord. Et puis aller vérifier. J'ai une cliente, tu vois, avant-hier, elle me dit ah bah voilà, on aimerait bien se développer sur machine à café très haut de gamme. Mais j'ai pas d'idée de la taille du marché. Est-ce que tu peux me dire combien il y a d'hôtels et combien il y a de cafés? Et puis après, on a regardé ceux qui étaient un peu plus positionnés haut de gamme que les autres. Et comme ça, elle a une idée. Elle se dit, voilà, les cafés, il y en avait 400 et quelques au Luxembourg. Mais parmi ça, tu as tous les petits cafés portugais, PMU, qui sont pas du tout sa cible. Et du coup, elle a regardé, finalement, dans les hauts de gamme, tu en as moins de 100. Donc, tu n'en as pas énormément, mais c'est un marché de niche. Si elle rentre, c'est tout gagné. Oui, c'est vrai. Essayer de quantifier aussi un peu le feeling qu'on peut avoir. Oui, mais quand il n'y en a pas beaucoup, des fois, c'est parce qu'il n'y a pas de marché. Oui, c'est vrai. Aussi, oui. Si tu en as 3, tu montes pas une boîte pour 3 types de clients, quoi. Oui. Et est-ce que tu penses qu'il y a des niches qui sont sous-exploitées ici, au Luxembourg? Oui, mais après, moi, je connais plus les domaines qui me concernent, mais ou des clients qu'on a dans ces domaines-là. Dans tout ce qui est transport, logistique, tu as quand même pas mal de choses à faire, je trouve. Dans le bâtiment aussi, des fois, sur des petits projets, tu vois que les boîtes ne se déplacent pas parce que c'est des trop petites choses. Une fuite d'un toilette, ça les intéresse pas parce que c'est trop petit. Donc, il y a peut-être des fois des niches à faire sur du dépannage un peu multitâche, multifonction. En fait, dès que tu as un problème, potentiellement, c'est une niche pour moi. Et pour toi, le marketing, c'est sous-exploité ou... Pas partout. Pas partout. Tu as beaucoup de com au Luxembourg, beaucoup d'agences de com, beaucoup de freelance qui sont dans la communication, mais peu dans le marketing, ou peu qui le font bien dans le marketing. Et à partir de là, ça peut être une niche. Tu peux avoir beaucoup d'acteurs, mais qui bossent très mal, et toi, tu arrives à... Ah, c'est comme les copros, les syndics de copros. Ah, beaucoup d'acteurs, hein. Ça, il y en a. Mais alors, pour qu'ils s'occupent de ton bien... c'est clair, même, c'est un peu ça. Pas parce qu'il y a beaucoup d'acteurs que ça veut dire que c'est bouché, tu vois, c'est un peu comme le marketing. Tu trouves vraiment... J'en sais rien, si demain, tu regardes, typiquement les avocats ou les médecins, tu parlais tout à l'heure de ta soeur en profession libérale, tu as des fois des contraintes d'un point de vue marketing, communication, tu ne peux pas faire de pub. Tu peux pas payer Google Ads pour dire « je suis le meilleur avocat à Luxembourgville, venez chez moi ». Mais par contre, tu peux faire du SEO, du référencement naturel, faire en sorte que les contenus de ton site fassent que tu remontes en premier, même niveau que la pub. Ça, tu peux le faire. Les médecins aussi peuvent le faire. Ou n'a pas le droit de faire de pub, mais il peut faire ça. Oui. Ou passer un podcast et parler. Par exemple. Voilà. Moi, je donne juste des conseils. Je suis pas là pour vendre. Exactement. Et puis voilà, et ça passe. Le meilleur moyen de vendre, c'est de ne pas chercher à vendre. De toute façon. C'est de faire du contenu, de l'information. Exactement. On appelle ça de l'inbound marketing, je crois, mais ça marche plutôt pas mal. Et tu as des contacts, un réseau?
Et si oui, comment tu l'as construit depuis zéro? Le Comment réseau, t'as c'est fait ce qui fait toute la concrètement? diff, ouais. Ouais. Un contact après l'autre. Moi, je suis arrivée ici, je connaissais personne, parce que Mm. j'étais pas là, mes parents n'ont pas travaillé au luxe, ils sont pas du tout Ouais. ici. Et je pense que du coup, c'est pour ça que dès le jour 1, quand j'ai commencé à bosser chez Editus, déjà tous les collègues que j'ai rencontrés le premier jour, le soir, LinkedIn, donc je faisais un peu chier tout le monde. Et au début, c'était même Facebook, parce que LinkedIn, ils n'étaient pas tous sur LinkedIn. Et oui, on est vieux, en 2013, c'était il y a longtemps. Et à chaque contact, même client, on envoyait des emailings, des newsletters régulièrement. Des fois, tu as des clients qui répondaient, et à chaque fois, j'allais voir qui c'était, me renseigner, alors juste digitalement, puis je les ajoutais sur LinkedIn. Puis après, on a organisé des petites conférences, tu vois. Bon, là, c'était dans le cadre pro, mais j'avais la main dessus, parce que c'était moi qui les organisais, mais à chaque fois, les gens, j'allais les ajouter sur LinkedIn, ou même, tu vois, quand j'étais avec des gens que je rencontrais, des collègues qui me présentaient des potes qui bossaient au Luxembourg, bah pareil, tu gardes contact. Et c'est un contact après l'autre, mais après, il faut que ce soit spontané. Oui. Parce que les gens, tu vas leur dire, fais le réseau, et ils vont dire, ah, mais je suis autiste, j'ai pas envie, je sors pas, je fais pas ci, je fais pas ça. Et c'est ce que je répète à Il faut chaque que ce fois. soit un minimum authentique, Voilà. tu vois. Si t'aimes pas les gros events, tu trouves des petits trucs qui te correspondent mieux, et c'est ok. Moi, je sais pas si tu connais la BNI. Ouais, bien sûr. Moi, je suis dessus. Ok. Pour l'instant. Lequel, au luxe Luxembourg. Il y en a plusieurs aussi. Ouais, il y en a plusieurs. C'est un nouveau qui vient de Ok. celui que j'ai pris, le groupe que j'ai pris. D'ailleurs, c'est à Ok. Bertrange aussi. Ok. Et, Je connais pas tous, mais... on a ouvert là début janvier. Ok. Et donc, ouais, pour l'instant, ça se passe super bien. Donc, à voir ce que ça va donner. Non, mais c'est très bien. ouais, c'est top pour networker. Je sais que moi, le networking, c'est vraiment le truc qui a fait la différence. J'ai toujours cultivé mon réseau. Alors, ça passait beaucoup par LinkedIn. Depuis le jour 1. Et le jour 2, c'était je propose moi des contenus. Alors, quand je me suis sentie légitime de le faire, de donner des conseils, alors forcément, c'était en marketing, mais de proposer des choses un petit peu comme tu le fais, de mettre à disposition des choses, t'attires des gens qui vont fitter avec toi. Et Oui. ça se fait comme ça. Ouais, je suis d'accord. Et quand tu vois qu'il y a un besoin et qu'il y a un trou dans la raquette, tu le fais. Exactement comme ce que tu me disais avant qu'on commence. Moi, j'ai fait ça avec ma deuxième casquette qui est la communauté Drink with a Marketer. En fait, quand j'étais chez Editus, on organisait des conférences qui étaient initialement pour les artisans, les très petites boîtes. On leur expliquait un peu le b.a.-ba du marketing, comment faire un site, pourquoi c'est important, etc. Et il y avait souvent des petites nanas qui venaient, qui étaient des chargées de com, Société Générale, enfin dans des grosses boîtes, quoi. Et très sympa. Et je discutais avec elles et je leur ai dit, mais les filles, c'est cool que vous veniez, mais moi j'ai rien à vous apprendre, qu'est-ce que vous faites là? Et elles me disent, tu sais, on était ensemble à l'école, on se revoit jamais, parce qu'au final, il n'y a pas d'event où on peut voir nos copains marketeurs. Et moi, j'avais pas beaucoup de recul encore au Luxembourg. Je leur dis, si, il y a Pepper Jam, il y a ce genre de gros events. Oui, mais bon, c'est différent, c'est des conférences, t'as des mecs qui viennent parler, c'est pas toujours des formats à la cool comme on voudrait. Et je dis, qu'à cela ne tienne, faisons cet événement. Et je dis, vous savez quoi, dans 3 semaines, on se retrouve dans un bar près de la gare, et au moins on tchatche, et puis ce sera cool. 3 semaines se passent, on va dans ce bar, on était une douzaine, alors à moitié d'Editus forcément, et même pas les 2 meufs à qui j'en ai parlé, mais d'autres, qui étaient venus comme ça, par bouche à oreille. On discute et tout, et les gens me disent, mais c'est quand le prochain? Ça fait longtemps que ça existe? Je dis, allez, on en fait un deuxième. Et voilà, c'est comme ça. Deuxième event, je me pointe, en retard à mon propre événement, je me suis fait piéger par le jeu des parkings qui sont toujours pleins à Luxembourgville. J'arrive, et là, je vois personne que je connais, je demande, je dis, mais la table pour Drink with a Marketer, c'est où? Ils disent, c'est là. Là, je vois 24 personnes, j'en connaissais pas une. Et je me suis dit, ok, il y a un truc. Et depuis ce jour-là, on a fait 70 événements plus tard. Voilà, ouais, c'est et ça. Parce qu'il y avait un besoin de justement de réseauter de manière décomplexée. Oui. Et depuis, en tout cas, pour ces événements-là, pour les professionnels du marketing et de la com, depuis avoir des événements formels. Il y avait un mec de Paris qui venait faire du top-down, t'apprendre un truc qui ne se passera jamais comme ça au Luxembourg, ça n'avait pas de sens. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça, j'en profite pour faire ma petite pub. C'est pour ça que je disais en off, avant de commencer le podcast, que je crée des events. Et je crée en réalité, j'en ai déjà fait un l'année dernière. C'était un peu un event test. Et ça s'est super bien passé. Et du coup, cette année, j'en fais un autre à partir de mai. Et le but, c'est vraiment de réseauter, mais de manière, comme tu as dit, décontractée. Et donc, d'apprendre quand même quelque chose. Et déjà, on peut apprendre ensemble, pas forcément avec un expert en quelque chose, sur un sujet, mais d'apporter un expert, que l'expert vienne et qu'il fasse sa présentation en fonction des questions que vous lui avez posées au préalable, et pas écouter pendant 1 heure quelqu'un qui fait sa présentation et s'ennuyer. Donc c'est pour ça que
je décide de faire ce genre d'événement et chaque mois, ça va être sur des sujets différents. C'est vous qui allez décider le sujet. Pour le décider, le lien est en bio, le groupe WhatsApp, vous l'intégrez et vous me disiez quel sujet vous souhaitez. Au mois de mai, vu que c'est la période fiscale, ça va être avec un fiscaliste. Et donc, pendant la première heure, il va parler, il va répondre à vos questions et ensuite, on va réseauter tous ensemble, mais de manière à la cool. Décomplexé. Voilà, Ouais, exactement. j'aime bien cette idée. Mais ça marche bien parce que tu te souviens des gens avant de te souvenir des boîtes. Nous, le seul truc, l'interdit, c'est les cartes de visite. Tu distribues pas des cartes de visite, on n'est pas là pour ça. Même si tu cherches un taf, tu viens pas en disant je cherche un taf. Bah non. Ah, j'ai beau le dire. J'ai beau Et le je l'ai dire. entendu, mais la semaine dernière sur un de tes épisodes bah, aussi. voilà. Mais merci de le dire. Oui. Viens pas, bonjour, je cherche un taf. Non, bonjour, je suis designer spécialisé par je sais pas quoi. Raconte-moi ce qui te fait kiffer dans la vie, pose des questions. On ne dit pas je cherche un taf. Exactement. En fait, les gens, ils veulent tout d'un coup, en instantané, et sans faire d'effort. Puis ils sont pas empathiques. Ouais. Tu vas pas à un date arrangé avec un pote en disant bonjour, je veux Ken. Ça n'a pas de sens, tu vois. Mais évidemment, on le sait. Viens avec d'autres infos utiles. Oui. Je suis d'accord. Et du coup, dans 5 ans, tu te vois où? Tu sais que ça, c'est une question d'entretien que je déteste. C'est pour ça que je la déteste. pose. Parce que moi aussi, je la déteste. Et donc, je me venge. Et oui, cette question. Attends, dans 5 ans, qui aura 5 ans, potentiellement, elle sera pas loin du CP, d'apprendre à lire. Je pense que ce sera ça ma première source d'inquiétude. Mais écoute, s'il y a toujours besoin de marketing au Luxembourg, de se différencier et d'apporter du business à des business, je pense qu'il y aura toujours téméraire marketing. Et s'il n'y a pas, on fera autre chose, et puis c'est ok. Mais au Luxembourg, oui, je pense. Oui. Toujours au Luxembourg. Oui. C'est pas l'idée de changer. Il y a d'acheter une maison, on ne peut pas changer. Ah bah oui, vu les prix des maisons. Ah, si tu peux aller, ça coûte cher, donc on va pas bouger. Oui. J'ai une question, mais je connais la réponse. Est-ce que tu regrettes d'être venu au Luxembourg? Voilà. Et où on peut te suivre? LinkedIn, après je suis réactive un peu sur tous les réseaux, mais téméraire marketing sur LinkedIn, Insta, Facebook pour les boomers, et Marie-Rebecca Ruivo sur LinkedIn, je réponds. D'accord, de toute façon je mettrai en descriptif. Et dernière petite question, pour un prochain podcast, qui me conseillerais-tu? C'est une excellente question, j'ai à peu près 3000 personnes à te conseiller. On a parlé de restaurateurs, tu peux contacter Christophe Chivre, qui avait un resto qui s'appelait La Table de la Chapelle, qui a fait preuve d'une résilience de ouf pendant le Covid, qui là a dû fermer, mais s'est rapproché d'un de ses associés qui est maintenant dans le restaurant L'Essenza à Luxembourgville. Je pense que c'est bien, j'ai jamais fait de podcast. Lui ou les deux, ils seraient super chauds de raconter leur vie. Oh. Christophe va faire son timide s'il m'entend, mais Christophe, laisse-toi faire. Mais en plus, c'est top parce que j'ai jamais fait de podcast avec dans ce domaine-là. Et c'est vrai. En tout cas, merci. Avec plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner et à commenter pour me donner de la force.